Voilà, donc on reprend le cours, on s'est arrêté, du coup, il n'y a pas de... Effectivement, il n'y a pas de transition. Alors, donc on avait vu la première section ensemble, donc on avait défini l'ensemble de production, la fonction de production. Et on avait donc défini les isocantes, on les avait représentés graphiquement, hein, on avait dit qu'il y avait ces trois formes possibles. Et donc, on avait vu comment déterminer l'équation d'une isocante à partir d'une fonction de production, et on s'était arrêté là, hein, c'est bien ça. Donc, on commence aujourd'hui la section 2, la section 2 où donc on va voir les propriétés des isocantes et de la fonction de production. Alors, il y a une première propriété qui est de dire que la technologie est monotone. Alors, dire que la technologie est monotone, ça veut dire donc que lorsqu'on augmente les quantités d'input, alors on ne peut pas diminuer la quantité d'output. Hein, avec un exemple, ce que ça veut dire, si j'utilise plus d'ingrédients, plus de personnel et plus de biens capital, il n'y a pas de raison que ma production diminue. Elle doit augmenter ou en tout cas ne pas diminuer. Il se peut qu'en augmentant des inputs, je ne parvienne plus à partir d'une certaine quantité à augmenter encore, mais en tout cas, il n'y a pas de raison de faire diminuer. Alors, on pourrait quand même l'imaginer que ça diminue. Donc, dans quel cas? Dans un cas où, par exemple, imaginons, donc on n'est pas dans un grand restaurant, mais on est dans un petit camion qui fait des hamburgers. Et dans ce petit camion, si je rajoute par exemple du personnel, si je rajoute, je peux avoir deux ou trois personnes qui travaillent et qui travaillent bien ensemble, mais si je mets trop de personnel dans ce petit camion, ils peuvent se gêner, ils peuvent s'empêcher de bien travailler. Donc, s'ils travaillent à 1, à 2, à 3, il y a suffisamment de place, mais si je commence à augmenter le nombre de travailleurs dans un camion, qui a une place limitée, alors il se peut que le fait d'augmenter la quantité d'input qui est le travail gêne en fait, soit quelque chose qui gêne la production et que finalement, je produise moins parce que les inputs que j'ai rajoutés, donc ici plus de travailleurs dans mon camion, fait que mes travailleurs se gênent entre eux et travaillent moins bien. Et donc travaillent et ne parviennent pas à produire autant que lorsqu'ils étaient moins. Donc là, c'est un cas un peu particulier, hein, qui pourrait se présenter. Voilà, on augmente une certaine quantité d'inputs et ça fait diminuer l'output. Mais comme vous voyez ce qui est marqué ici, il y a une propriété de libre disposition qui signifie que finalement, pourquoi moi, en tant que chef d'entreprise, je déciderais d'acheter des inputs qui viendraient diminuer ma production? Ça n'aurait aucun sens. Donc, je suis libre de les utiliser, mes inputs. Il n'y a personne qui va me forcer à engager plus de personnes qu'il ne faudrait. Donc, comme je suis libre d'utiliser mes inputs, il n'y a aucune raison que je décide d'utiliser des inputs qui viendraient nuire à mon processus de production et qui viendraient donc gêner et diminuer ma production. Donc, on va considérer que ce cas de figure n'existe pas. En tout cas, ce ne serait pas rationnel qu'un chef d'entreprise décide d'augmenter des inputs pour diminuer sa production. Donc, on va toujours considérer que la technologie est monotone au sens où, quand on augmente l'input, ça augmente l'output ou en tout cas, ça ne le diminue pas. Voilà. Parce que si ça le diminuait, ça viendrait vraiment nuire au profit de l'entreprise et on ne voit pas donc pour quelle raison une entreprise ferait ça. Donc, on aura toujours
la conséquence directe, de dire qu'une technologie est monotone, donc c'est cette définition, et pardon, la conséquence directe, c'est qu'on aura une fonction de production croissante. Donc je vais peut-être faire ici une représentation. Donc dire que la technologie est monotone, si je représente ici ma fonction de production, alors à un seul input pour faire plus simple, mais on pourrait imaginer plusieurs inputs, dire que la technologie est monotone va nous dire que notre technologie, donc elle peut, notre technologie, notre fonction de production, notre fonction de production, elle est croissante. Donc ça peut être une droite comme ça peut être, ça peut être une courbe comme ça peut être une courbe comme ça, mais ce que ça ne peut pas être, la fonction de production, ce serait quelque chose comme ça qui diminue ensuite. En tout cas, voilà, on pourrait ici diviser en deux le graphique et dire que la technologie est monotone, ça correspond à cette partie. Et sur cette partie, la technologie deviendrait non monotone. Donc, on va considérer que cette partie-là, même si théoriquement ça peut exister, qu'on observe une fonction de production qui soit en partie décroissante, eh bien, on ne va pas la considérer, cette partie. On dira que voilà, il y a eu un certain niveau d'output finalement maximum à ne pas dépasser. Parce que si on dépasse ce niveau-là d'input utilisé, ça va nuire à la production. Donc, on va vraiment se concentrer sur la partie croissante de la fonction de production. La partie décroissante ne va pas nous intéresser. D'accord. Autre conséquence, alors je reviens sur les slides. Autre conséquence de cette hypothèse, c'est que les isoquantes seront décroissantes. Alors, je vais l'expliquer aussi graphiquement. Donc, dire que la technologie est monotone, ça va avoir un impact aussi sur mes isoquantes. Parce que, imaginons, donc là, si je veux tracer des isoquantes, je mets x1 en abscisse et x2 en ordonnée, mes quantités d'input. Imaginons justement que j'ai des isoquantes qui soient croissantes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, par exemple, ici, quand je suis ici, j'utilise 2 inputs de chaque. Quand je suis là, j'en utilise 3 de chaque. Ici, 4 de chaque. Donc, ça voudrait dire, si j'avais une isocante de cette forme-là, ça voudrait dire que quand j'utilise 2 inputs 1 et 2 inputs 2, et quand j'utilise 3 inputs 1 et 3 inputs 2, ou 4 inputs 1 avec 4 inputs 2, je produis toujours le même niveau qui est par exemple 6. Voilà, je vais produire 6 hamburgers, que j'utilise 2 travailleurs et 2 kilos d'ingrédients, ou que j'utilise 3 travailleurs et 3 kilos d'ingrédients, ou que j'utilise 4 travailleurs et 4 kilos d'ingrédients. Ça n'est pas logique. Ça n'est pas logique. En revanche, ce qui est beaucoup plus... Donc ça, on va le... Ça n'existera pas. Les isoquantes ne sont pas croissantes si la technologie est strictement monotone. Parce que ce qu'on vient de dire, avec la technologie strictement monotone, si on a une technologie monotone, ça veut dire si on augmente les inputs, alors on augmente, ou en tout cas on ne diminue pas l'output. Et donc, si j'avais quelque chose de croissant comme ça voudrait dire que j'aurais une fonction de production qui serait complètement quelque chose de linéaire et qui serait jamais croissante. Donc, ça n'irait pas avec ce qu'on vient de dire sur la monotonie de la technologie. Alors que vous voyez que si j'ai des isoquantes
Donc là, j'en aurai aussi plusieurs. Hein. Si j'ai des isocantes qui ont cette forme-là, ben, ça veut dire qu'effectivement, lorsque j'augmente mes inputs, par exemple, de 2 à 3, eh bien, je vais changer de niveau de production. Je vais passer d'un niveau de production de 4 à un niveau de production de 6, par exemple. Donc, le fait d'augmenter les inputs, ça me permet d'augmenter ma production. Et le long d'une isocante, vous voyez, quand j'augmente un input, je diminue la quantité de l'autre input. Donc, j'ai le côté mes inputs qui sont imparfaitement substituables. Je remplace l'un par l'autre pour maintenir un certain niveau de production. Mais si j'augmente les deux en même temps, je vais nécessairement augmenter mon niveau de production. Donc, le fait que la technologie soit monotone, donc ça entraîne, je l'ai dit, que la fonction de production soit croissante, et ça entraîne que nos isocantes sont strictement décroissantes. Ça, on l'avait déjà dit, qu'elles étaient décroissantes, mais on n'avait pas expliqué pourquoi. Là, maintenant, vous avez l'explication pourquoi. Donc, elles sont soit décroissantes comme ça, donc soit elles sont comme ça ou comme ça, on l'a dit, pour complément parfait ou substitut parfait. Mais voilà, elles ne peuvent jamais avoir une forme croissante ou en partie croissante. Pourquoi donc? Parce que ces parties croissantes des isocantes, ça voudrait dire que lorsqu'on augmente les inputs, eh bien, ça ne permet pas d'augmenter la production, ça ne fait que la maintenir. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose de possible si on considère que la technologie est monotone. Alors, je reviens, j'ai fermé, je reviens sur le cours. Donc, la technologie est monotone, ça a pour effet que la fonction de production est croissante et les isocantes sont décroissantes. Et ensuite, le fait que la technologie, deuxième propriété, c'est que la technologie est généralement convexe. Donc, dire que la technologie est convexe, ça veut dire que lorsque on utilise des inputs de manière assez mélangée, c'est-à-dire un peu de l'un et un peu de l'autre, plutôt que beaucoup de l'un et très peu de l'autre. Donc, on utilise des mélanges d'inputs. Ça a tendance à être plus efficace que si on utilise des valeurs extrêmes, beaucoup de l'un, très peu de l'autre. Et donc, ça va donner donc cette forme à l'isocante. Si je reviens sur le tableau blanc. Donc, c'est ça qui explique que nos isocantes, elles sont plutôt cette forme-là, convexe, et pas une forme comme ça, qui serait concave. Donc ça, concave, on va l'éliminer aussi, parce qu'on va dire que la technologie, elle est convexe. Une technologie qui serait concave, ce serait bizarre, on n'arriverait pas bien à expliquer économiquement pourquoi, lorsque on combine bien des inputs, c'est quelque part moins efficace que lorsqu'ils sont dans des valeurs extrêmes. Par exemple, l'exemple que j'avais pris pour vous expliquer la convexité, c'était des hectares de terre et des travailleurs. Donc, si on a des travailleurs et des hectares de terre, si je considère par exemple cette isocante-là, là, quand je suis ici, j'ai par exemple 6 unités, 6 hectares de terre et 8 travailleurs. Et quand je suis là, j'ai 10 travailleurs et pas du tout d'hectares de terre. On ne voit pas comment 10 travailleurs avec pas du tout d'hectares de terre, ça pourrait permettre de produire autant que 8 travailleurs avec 6 hectares de terre. Ce serait pas logique. Alors qu'inversement, ici, si vous avez par exemple 2 et 2, et là, on compare à
ce qui se passe ici, vous avez par exemple 10 et 1. Là, on peut dire qu'on maintient le même niveau de production, qu'on ait 2 hectares de terre et 2 travailleurs, ou un travailleur et 10 hectares de terre. Parce que là, vous voyez ici, on n'a pas beaucoup d'hectares de terre, mais c'est voilà, les hectares de terre et les travailleurs sont bien mélangés, donc ils arrivent à produire de manière efficace. Et ici, on a beaucoup d'un input et peu de l'autre, et on arrive malgré tout à maintenir un certain niveau de production. Donc, on considère que ça, voilà, c'est plus logique que la technologie fonctionne comme ça, et on va complètement écarter le cas de concavité. Donc voilà, je pense que ça doit être, j'ai un peu débordé sur la pause, mais comme du coup on avait pris un peu de retard tout à l'heure, je me suis permis de dépasser un petit peu pour finir au moins le raisonnement. Voilà, donc on va prendre la pause maintenant, mais peut-être du coup on prend que 5 minutes de pause, comme on a commencé un petit peu plus tard. On reprend à 25, d'accord? OK, ça va? Ça va pour vous? On reprend à 25. OK. À tout de suite. On reprend? Tout le monde est là? C'est bon? Alors donc, on a vu donc que ces propriétés de la technologie, la monotonie et la convexité, c'est-à-dire que la technologie est monotone, on parle d'hypothèse de monotonie, et dire que la technologie est convexe, on parle donc d'hypothèse de convexité de la technologie. Et donc, on a vu les conséquences graphiques. Une autre conséquence, alors pas tellement ni de la monotonie ni de la convexité, mais ça c'est vraiment une propriété des isoquantes, c'est qu'elles ne se coupent jamais. Des isoquantes, quelle que soit leur forme, donc des isoquantes, qu'on soit avec une technologie donc strictement convexe ou qu'on soit avec des substituts parfaits, les isoquantes ne peuvent pas se couper. Si par exemple, je vous disais, on a une isoquante qui est comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire si on avait donc 2 isoquantes qui se coupaient? Ça voudrait dire que il y a quelque chose qui n'est pas cohérent qui est en train de se produire, puisque la définition de l'isocante, c'est de dire qu'elle correspond, chaque isocante correspond à un niveau de production différent. Donc par exemple, ici, on peut produire 2 unités, sur celle-ci, on produit 3 unités, sur celle-ci, 4 unités, et sur celle en rouge, donc ce serait également une autre quantité. Or, vous voyez que cette combinaison d'input, là on est sur l'axe x en fonction de x2, cette combinaison d'input, c'est un qui correspond par exemple à 5 unités d'input 1 et 5 unités d'input 2, le graphique nous indiquerait que si on considère cette isocante, ça nous permet de produire 4 unités, et si on considère celle-là, 5 unités. Donc, il y aurait quelque chose qui ne va pas avec la définition d'une isocante qui nous dit chaque combinaison d'input correspond à un niveau d'output, puisque rappelez-vous, derrière les isoquantes, on a la fonction de production. Il ne s'agit pas de l'ensemble de production, mais bien d'une représentation indirecte de la fonction de production. La fonction de production, elle nous indique le maximum possible qu'on puisse produire avec une quantité d'input donnée, et pas tout ce qu'on peut faire. Donc, avec 5 unités de x1 et 5 unités de x2, on peut par exemple produire au maximum 4 unités d'output, mais pas 5. Voilà, donc ça doit être, on ne peut pas nous donner 2 résultats possibles, 4 ou 5. C'est ou 4 ou 5. Donc c'est la raison pour laquelle les isoquantes ne peuvent pas se couper, parce qu'autrement on aura un problème de cohérence. La fonction de production, elle nous indique le maximum qui peut être produit avec une certaine quantité d'input et pas plusieurs quantités d'output. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là que chaque fois qu'on représente des isoquantes, c'est toujours des isoquantes qui ne se coupent pas.
D'accord. Donc, il existe une infinité d'isoquantes, hein, il y en a vraiment une infinité, mais elles sont en quelque sorte pas. Alors, pour des droites, on peut dire qu'on a affaire qu'à des droites qui sont parallèles, ou à des courbes parallèles, ça ne se dit pas, mais c'est un peu l'idée hein, de courbes voilà, qui ne se touchent jamais. Hein. Donc, on a une infinité de courbes qui ne se touchent jamais. C'est bon? Ça va pour tout le monde hein? Alors, on continue, on passe à la suite. Ah, je vais faire. Hein Alors, la décroissance du TMST. Alors, avant de parler de la décroissance du TMST, donc qui est une propriété, donc on va déjà commencer par définir ce qu'est le TMST. Alors, TMST, déjà je vais l'écrire ici, c'est le taux marginal de substitution technique. Donc, c'est l'abréviation hein, pour ce terme très long. Taux marginal, hein, donc taux marginal de substitution technique. Alors ça, c'est un concept assez difficile parce qu'il est très abstrait. C'est quelque chose de très abstrait, ce taux marginal de substitution technique. Donc, vous avez ici la définition. Donc, ça, c'est vrai que c'est vraiment une définition qu'il faut retenir un peu par cœur parce que elle n'est pas très intuitive, elle n'est pas forcément très facile. Donc, ce TMST, ça représente la quantité d'input 2 à laquelle on renonce pour utiliser une unité supplémentaire d'un autre input, donc l'input 1, et tout en maintenant le niveau de production inchangé. Donc, ce taux marginal de substitution, il nous indique voilà, dans quelle mesure nos deux inputs sont substituables. Hein, on a dit que lorsqu'on avait affaire à une technologie convexe, on avait des inputs qui étaient imparfaitement substituables. Et ce TMST, il va justement nous indiquer dans quelle mesure ils sont substituables. Voilà, est-ce que pour maintenir ma production, si je renonce par exemple à 3 hectares de terre, est-ce que renoncer à 3 hectares de terre pour utiliser un travailleur supplémentaire me permet de maintenir un même niveau de production? Voilà, ça va me donner hein, un taux de substitution entre les inputs pour maintenir, la fin de la phrase est importante, hein, pour maintenir un même niveau de production. Donc, c'est un espèce de taux d'échange entre mes inputs pour maintenir un niveau de production. Alors, ce TMST, graphiquement, il va vraiment correspondre, vous voyez, à la pente de la tangente en un point de l'isocante. Je reprends un tableau blanc. Donc, mon TMST, donc si je représente ici des isocantes, okay, donc je représente une technologie, des isocantes. Là, quand je suis par exemple ici, par exemple ici, j'utilise 1x1 et 4x2. Quand je suis ici, sur cette combinaison-là, et que je regarde, je prends la... Non, je l'ai mal fait, évidemment. Là, je vais regarder, vous voyez, j'ai tracé en vert la tangente. Alors, à la combinaison A, hein, la combinaison d'input A, elle est composée de 1 input 1 et de 4 input 2. Ben, si je prends la tangente au point A, qui représente une combinaison d'input, eh bien, je vais obtenir ici une pente hein, de cette tangente. Et la pente de cette tangente, c'est précisément mon TMST. Hein, donc ici, la pente, donc la pente qu'on va pouvoir mesurer. Hein. Ici, on peut mesurer
la pente de cette tangente qui est en vert, eh bien, la pente, elle va être égale donc à mon TMST. Donc, elle va m'indiquer effectivement à combien je dois renoncer d'input 2 pour utiliser. Donc là, j'ai un delta x2 qui va être négatif. Ici, je vais avoir un delta x1 qui est positif. Hein, en regardant la pente précise de cette tangente, je vais avoir donc la valeur de mon TMST, à combien je dois renoncer de x2 pour utiliser un x1 en plus, tout en restant sur la même isocante qui est ici, une isocante qui correspond à y égale 1, par exemple. Ici, je produis une unité d'output avec une unité d'input 1 et 4 unités d'input 2. Et quand je suis ici, justement, quand j'utilise cette combinaison précise-là, la A, eh bien, le TMST, la pente de la tangente, elle m'indique un taux de substitution entre les inputs. À combien je dois renoncer d'input 2 pour utiliser un input 1 supplémentaire, tout mon niveau de production restant inchangé, restant égal à 1. Et ce qu'on observe, et c'est ça donc la propriété de décroissance du TMST, c'est que quand je vais me situer ailleurs, par exemple ici, où je vais utiliser par exemple ça va être l'inverse, hein, dire qu'ici en B, j'utilise 4x1 et un x2. Quand je suis ici et que je regarde la tangente, là, et notamment la pente de la tangente, bah, on observe que la pente que je vais obtenir ici, elle est beaucoup plus faible que la pente qui était là. Là, j'avais une pente qui était très verticale. Là, j'ai une pente qui est plutôt horizontale. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que quand je suis en A, bah, effectivement, j'observe que j'ai plutôt beaucoup de x2 par rapport à du x1. Et donc, je vais être prêt à renoncer à une quantité importante de ce x2 pour avoir plus de x1 que je n'ai pas beaucoup. Donc, je vais avoir un TMST qui est une valeur importante. Alors que quand je suis en B, c'est l'inverse. Quand je suis en B, j'ai beaucoup d'input 1 et peu d'input 2. Donc, pour avoir encore plus d'input 1 et moins d'input 2, vous voyez que c'est pas, pour maintenir un niveau de production identique, je vais renoncer finalement à très peu d'input 2. Donc là, le delta que je vais avoir ici, ça va être, finalement, je vais renoncer à peu d'input 2 pour avoir toujours une unité supplémentaire d'input 1. Ici, la pente est faible, donc je vois bien que effectivement, mon TMST sera faible. Comme j'ai très peu d'input 2 et beaucoup d'input 1, je suis prêt à renoncer à très peu d'input 2 pour avoir davantage d'input 1, parce que j'ai des isocantes qui ont cette forme strictement convexe. Ici, je suis dans un cas d'isocantes qui sont strictement convexes. Donc, ça veut dire que, par rapport à la définition qu'on a donnée, les inputs sont plus efficaces quand ils sont bien répartis, quand ils sont mélangés, quand ils sont bien répartis. C'est ça que signifie la convexité des isocantes. Quand, plus ils sont mélangés, plus finalement je me situe à la courbure ici, vraiment, dans le ventre de l'isocante, et plus ils sont mélangés. Vous voyez, quand je suis ici, je vais avoir 2 et 2. Là, j'ai quelque chose finalement d'assez mélangé. Et quand je suis en A et en B, je suis plutôt à des extrêmes. Et donc, je vais avoir des taux qui vont être plus ou moins élevés. Ici, un taux marginal de substitution technique qui est très élevé, ici qui est très faible, et ici au contraire, qui va être moyen, donc en fait
quelque chose qui va être moyen, ça va être un TMST qui est égal à 1. Un TMST qui est égal à 1, il nous dit, bah là, quand j'ai cette combinaison de 2, bah, je suis prêt à renoncer à un input 2 pour utiliser un input 1 supplémentaire. J'ai un taux de substitution, vous voyez, j'ai quelque chose où je suis un peu indifférent, quelque part dans l'utilisation de mes inputs. Donc, si je reviens maintenant sur mes slides. Voilà, donc mon TMST, hein, ce taux marginal. Alors, oui, Oui, pardon, oui. Noémie a dit qu'elle n'a pas compris. Alors, ouais, c'est pas. Alors, je continue hein, là, à expliquer, mais le Oui, TMST, c'est ok. quelque chose qui est vraiment pas facile. C'est quelque chose de très, très abstrait. Le TMST, mathématiquement, donc, ça correspond à une variation, vous voyez, à un rapport de variation. À combien je renonce d'input 2 pour utiliser un peu plus d'input 1. Donc, c'est quelque chose qui va être négatif parce que je vais utiliser, dans mon delta x2, hein, je renonce à utiliser de l'input 2 pour utiliser une unité supplémentaire de l'input 1. Donc là, au contraire, je vais avoir ici une variation positive de x1 et ici une variation négative. Donc, sur mon graphique, hein, quand je regarde en un point la pente, donc hein, pour calculer une pente, là, je trace la tangente et je peux calculer une pente où là, donc je regarde 1, là, je fais en sorte d'avoir plus 1 et je regarde quelle est la valeur de mon moins ici. Est-ce que c'est moins 1? Est-ce que c'est moins 2? Est-ce que c'est moins 3? Je calcule la pente. Mais vous voyez donc que je regarde pour avoir une unité supplémentaire, à combien je renonce d'input 2. Alors peut-être, pour que ce soit un peu plus clair, je vais faire un autre graphique. Je vais regarder, vous représenter un taux de substitution, mais pas un taux marginal de substitution, parce que c'est peut-être plus facile à comprendre. Un taux de substitution, il m'indique, voilà, pour passer, par exemple, on va dire, par exemple, dans mon exemple ici, pour passer de la combinaison d'input A à la combinaison d'input B, donc là j'ai A qui est 1, 3 et B qui est 3, 1, eh bien vous voyez que je vais échanger, ici on va substituer, hein, on va échanger, on va utiliser 2 inputs x1 en plus et on va renoncer à 2 inputs x2. Hein, ici, pour passer de A à B, on échange 2x1 contre 2x2. Vous êtes d'accord, hein? Ici, pour passer de A à B, ben, je passe de 3 à 1x2 et x1, il passe de 1 à 3. Donc, j'échange en quelque sorte 2 input 1 face à 2 input 2. Ça, c'est un taux de substitution. Là, ce que je vous ai... Et ça, en fait, genre, il ne va pas nous être utile, ce taux de substitution. Ce qui va nous être utile, c'est le taux marginal de substitution. Moi, je veux le taux marginal. Dire que je veux le taux marginal de substitution, ça signifie que je vais raisonner en un point au niveau d'une combinaison. Quand je fais un taux de substitution, je regarde entre deux combinaisons. Quand je regarde le taux marginal de substitution, je regarde au voisinage d'un point. Et quand je regarde au voisinage d'un point, eh bien, ce que je fais, donc vous l'avez compris, c'est que je regarde en un point ce qui se passe. Et donc, quand je regarde en un point, je prends la tangente pour ce point et je regarde la pente de la tangente. Et là, j'obtiens mon taux marginal de substitution. Donc, ça veut dire que pour chaque combinaison, je vais avoir un taux marginal de substitution, mais c'est la même idée que mon taux de substitution. Hein. C'est
Sauf que avec ce taux marginal, c'est pour vraiment une toute petite modification pour utiliser un tout petit peu plus d'input 1. Donc, c'est au voisinage d'un point. Si je veux utiliser un tout petit peu plus d'input 1, à combien je dois renoncer d'input 2? Tandis que là, avec le taux de substitution que vous avez entre A et B, c'est pour passer de A et B. Donc, pour augmenter de 2 unités X1, je dois renoncer à 2 unités de X2. Mais là, je ne suis plus au niveau marginal. Je suis entre 2 points qui sont éloignés. Moi, ce qui va m'intéresser, on verra ensuite pourquoi, c'est au niveau d'un point. Donc, le concept qui m'intéresse, c'est ce taux marginal de substitution. À combien, ici, je renonce d'X2 pour obtenir une toute petite augmentation infinitésimale de X1 au niveau d'un point. Est-ce que ça va? C'est complexe, hein. C'est franchement pas facile. N'hésitez pas à regarder le manuel. Je ne sais pas si, Royou, vous avez pu trouver le variant traduit. Ah, oui, mais j'ai trouvé, mais je regardais, c'est plus compliqué en fait. Oui, C'est ça. plus compliqué que ce que tu as dit sur le cours. Ouais, d'accord. Ouais, Après, je voilà, sais pas, est-ce que... Ouais, justement, par exemple, pardon. dans le PINDIC, sur cette notion de TMST, Hmm. c'est fait de manière un peu trop grossière et du coup, ils confondent taux substitution et taux marginal de substitution. Donc, tu vois, c'est pas tout à fait correct. Donc, Hmm. c'est pour ça qu'il y a voilà, certaines notions qui sont traitées de manière pour simplifier un peu trop et ils confondent, là, Hmm. tu vois, les deux notions qui sont le taux substitution et le taux marginal de substitution. Donc, Ouais, pour ça, je vais chercher encore, peut-être. Alors, parce que c'est vraiment compliqué quand je suis. C'est un peu compliqué aussi pour moi. Alors, donc, je vais chercher la version chinoise pour voir que les étudiants puissent avoir un support chinois pour voir si ouais, c'est pour les aider possible un petit d'être peu. plus clair. Voilà, c'est un concept qui est vraiment théorique. Alors là, en plus, on ne voit pas bien pourquoi, à quoi ça nous sert. On va le voir après, à quoi ça nous sert. Et même pas dans ce chapitre, on verra dans le chapitre 3 qu'on fera après le chapitre 1. Là, on verra l'intérêt d'utiliser cette notion de taux marginal de substitution. Mais voilà, c'est un rapport de variation qui nous indique pour maintenir un niveau de production, pour rester sur la même isocante, quand je suis au niveau d'une combinaison d'input donnée, à combien je renonce de quantité d'input 2 pour utiliser une unité supplémentaire d'input 1. Voilà, ça me donne donc un taux de substitution entre les deux inputs. Et quand on a donc ces propriétés de monotonie et de convexité de la technologie dont on a parlé juste avant, eh bien, lorsque donc on raisonne avec des isocantes qui ont la forme que je vous ai fait sur le graphique, qui sont décroissantes et convexes, alors on va voir apparaître donc la décroissance du TMST. La décroissance du TMST, c'est de dire que lorsqu'on on se déplace sur l'isocantes, quand on se déplace sur l'isocantes, eh bien, vous voyez la pente des tangentes, elles sont de plus en plus aplaties. Hein, je vais avoir des tangentes, vous voyez, hein, si je prends tout le long de l'isocante, que je regarde, je prends un point et que je prends sa tangente, vous voyez qu'au départ, j'ai des pentes très verticales et puis des pentes de moins en moins verticales et qui deviennent horizontales. Et donc, ça signifie que si je regardais la pente, peut-être ici, j'aurais une pente qui serait égale à moins 6. Ensuite, ici, j'ai une pente qui est égale à moins 2. Ici, une pente qui est égale à moins 1. Puis quand je deviens vraiment très horizontale, j'ai des pentes qui deviennent égales à moins 0,5, à moins 0,2, etc., etc. Donc, j'ai une décroissance du TMST. Alors, attention, décroissance en valeur absolue. Voilà, le TMST, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, le TMST, ça va être quelque chose qui va être forcément négatif.
Hein, le TMST est forcément négatif, mais du coup, on le considère toujours ou presque en valeur absolue. On sait qu'il est négatif. On sait qu'il est négatif parce qu'il y a cette propriété de monotonie. Comme la technologie est monotone, les isocantes sont décroissantes et le TMST est négatif. D'accord? Donc, hein, les trois sont reliés. Propriété de monotonie, ça veut dire isocante, hein, je le rappelle, isocante décroissante. Et si l'isocante est décroissante et si elle est aussi convexe, alors on a cette hypothèse de décroissance du TMST. Hein, si je prends l'inverse, si j'avais pris une fonction de production qui était à l'inverse concave, alors ce qui ne peut pas se passer, on a dit que cette forme-là, ça n'allait pas nous intéresser, mais pour vous montrer que ce serait l'inverse, ici on aurait une pente qui serait faible au début, et puis vous voyez qui serait de plus en plus élevée. D'accord? On aurait des pentes voilà, qui ont tendance le long d'une isocante, à mesure qu'on augmente x1, au départ un TMST qui est très faible, et puis qui augmente à mesure qu'on augmente x1. Donc ça, de toute façon, voilà. On avait dit que c'était un cas de figure qui n'allait pas nous intéresser. On est dans le cas concave, et donc on éliminait hein, le cas, là, c'est concave. Mais dans le cas concave, donc on aurait un TMST, si ça existait, hein, le TMST serait croissant, ici. Or, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le cas convexe. Et donc, avec le cas convexe, on a ces pentes hein, qui sont, vous voyez, de plus en plus faibles. D'accord? Si on a maintenant d'autres formes, si on a notamment, vous voyez, cette forme-là, hein, si on a affaire à des substituts parfaits, si on a affaire à des substituts parfaits, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pente pour chacun des points? Si je prends la tangente ici, alors la tangente d'une droite, ça veut rien dire, on prend la tangente d'une courbe, mais bon, ici, pour chaque combinaison qui est différente, que je pourrais appeler ABCD, ici, tout le long de cette droite, bah, on observe quoi? On observe qu'effectivement, la pente est la même ici. Donc, dans le cas des substituts parfaits, la pente est la même le long d'une isocante. Donc, ça veut dire qu'ici, le TMST, il est constant. Donc, ce que j'ai dit sur la décroissance du TMST, ça ne vaut que pour des courbes décroissantes et convexes. Si je suis dans un cas de substitut parfait, alors je vais avoir un TMST qui est constant. Et là, c'est peut-être sans doute plus facile à comprendre, puisque lorsqu'on est dans un cas de substitut parfait, j'ai effectivement des inputs, une machine et un homme qui sont parfaitement substituables. Et j'ai toujours le même taux de substitution. C'est ce qui fait la particularité des substituts parfaits. Le travail d'un homme est fait par le travail d'une machine. J'ai toujours ce taux de 1 pour 1. Et donc, évidemment, mon TMST, ici, va être égal à 1 en valeur absolue. Hein, je suis toujours prêt à échanger une unité, une heure de travail d'un homme contre une heure de travail de machine. Parce que ils sont parfaitement substituables, et ce, quelle que soit la quantité que je possède de l'un et de l'autre. Hein, que j'ai pas du tout ici, par exemple, avec le point E, ici, la combinaison F. Hein, avec les combinaisons E et F, j'ai des paniers extrêmes, en quelque sorte. En E, je n'ai pas du tout d'input 1 et j'ai que de l'input 2. Et en F, c'est l'inverse. Et bien, quel que soit, et A, B, C, D
c'est des combinaisons différentes, mais qui permettent, par exemple, donc toujours d'obtenir un certain niveau y égale 2 tout le long de cette isocante. Et donc, je peux obtenir une production de 2 avec E, A, B, C, D, F, d'accord? Et tout le long de cette isocante, pour obtenir 2, je suis toujours prêt à échanger, à substituer une unité d'input 2 contre une unité d'input 1. C'est toujours le même taux de variation, et c'est logique parce que j'ai affaire à des substituts qui sont parfaits. Alors que quand mes substituts sont imparfaits, alors mon taux de substitution, il change en fonction de la combinaison d'inputs que je considère. Voilà. Alors peut-être c'est un peu plus facile à comprendre voilà, quand on voit la différence avec les substituts parfaits, mais encore une fois, je suis bien consciente que c'est voilà, un concept qui n'est pas facile à comprendre, qui est vraiment très, très, très abstrait. Donc si je reviens ici, donc les propriétés de monotonie et de convexité de la technologie impliquent la croissance du TMST. On pourrait ajouter ici, vous pouvez vous rajouter également que effectivement, si, alors, il faudrait dire ici d'ailleurs de convexité stricte, si les propriétés de monotonie et de convexité stricte impliquent la décroissance du TMST, mais dans le cas des particuliers, des substituts parfaits, ce cas particulier nous indique au contraire qu'on a la constance du TMST. Parce que dans le cas des substituts parfaits, on n'a plus l'hypothèse de convexité stricte. Dans le cas des substituts parfaits, pas de convexité stricte. Si on n'a pas cette hypothèse de convexité stricte, alors on peut être dans le cas des substituts parfaits, et du coup, dans le cas des substituts parfaits, le TMST peut-être sera, pas peu de, dans le cas des substituts parfaits, le TMST est toujours constant, est toujours le même. Alors, il peut être égal à 1 dans le cas où on échange un homme contre une machine, une heure de travail d'un homme contre l'heure de travail d'une machine, mais on pourrait dire que une heure de travail de machine, ça équivaut à 2 heures de travail d'un homme. Mais c'est toujours ce ratio de 1 pour 2. C'est ça qui rend les inputs substituts parfaits. C'est toujours le même taux de substitution, de 1 pour 2 ou de 1 pour 1. Mais voilà, c'est toujours le même taux. C'est là qu'on sait qu'on a des substituts parfaits et donc on a ce TMST qui va être toujours identique. Alors que dans le cas de convexité stricte, on n'aura pas toujours le même taux de substitution, ça dépendra de la combinaison qu'on considère, et donc notre TMST sera différent le long d'une isocante. Et on sait même qu'il sera décroissant en valeur absolue, là aussi d'ailleurs je me rajoute la valeur absolue, la décroissance du TMST en valeur absolue. On passe de -6 à -5 à -4, donc décroissant en valeur absolue. 6 est plus petit et plus grand que 4, qui est plus grand que 2, qui est plus grand que 1. On considère en valeur absolue le TMST. Vous connaissez tous la valeur absolue. C'est prendre une valeur et considérer voilà, sa valeur sans le signe qu'il y a devant. D'accord ? Ça va? Avez-vous des questions ou quelque chose Ok, c'est bon? Ok, Arthur, c'est ok. Noémie aussi, très bien. Ok, super. Alors après, voilà, n'hésitez pas encore une fois à essayer de lire un petit peu ce que vous pouvez trouver sur les manuels, qui sont voilà, des explications un peu complémentaires à celles que je vous ai faites. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me faire parvenir des questions. Allez, on va commencer la section 3. Il nous reste combien de temps? 10 minutes? À peu près? Donc, Oui, à peu près 10 minutes. on a le temps de commencer la section 3, surtout voilà,
premier paragraphe qui est assez facile, où on va définir un nouveau concept, mais celui-là qui est, vous allez voir, plutôt très intuitif, qui est celui de la productivité moyenne. Alors, donc, nouveau concept. Là, on va tester un petit peu l'efficacité des différentes technologies qui existent. Et là, on va revenir ici sur le graphique de l'ensemble de production et de la fonction de production qu'on avait vu dans la première section. On peut définir ainsi donc la productivité moyenne. La productivité moyenne, c'est la production par quantité d'input utilisé, par unité d'input utilisé. C'est un calcul facile, vraiment très facile, c'est simplement un rapport, une productivité moyenne. De toute façon, dès lors qu'on parle de moyenne, voilà, c'est un calcul mathématique qui est très facile. C'est donc le rapport entre ce qui est produit et la quantité d'input qu'on a utilisé. Donc, vous allez voir avec un exemple, c'est vraiment très simple à comprendre ce que c'est la productivité moyenne. Par exemple, là, j'ai repris des valeurs que j'avais utilisées, donc je vous disais, dans l'ensemble de production avec A, B et D. Alors, peut-être juste, je reviens pour vous montrer. Voilà. Je reviens sur mon ensemble de production et donc des combinaisons d'input et d'output qu'on avait vues. Donc, A, B et D ici que j'ai repris. Donc, je n'ai pas pris C puisque C, c'était une technologie qui n'était pas réalisable, donc on ne peut même pas en discuter. Donc là, on reparle des technologies A, B et D. Donc, vous voyez, où on utilisait des quantités différentes d'input et d'output. Et donc, si je reviens ici, donc sur ce graphique, donc j'utilisais par exemple, 2 salariés et je pouvais produire 100 avec la technologie A. Avec la B, j'utilisais 2 salariés, mais je produisais au maximum. J'étais sur la fonction de production, donc je produisais 120. Et avec la technologie D, j'utilisais 15 salariés et je pouvais produire jusqu'à 100 hamburgers. Je pense qu'on avait pris l'exemple d'un hamburger. Et ben, pour chacune de ces technologies, de ces combinaisons input-output, je vais pouvoir calculer une productivité moyenne. Cette productivité moyenne, c'est très facile. Ben, c'est de dire que quand je suis sur la technologie A, j'ai 2 salariés qui produisent 100 hamburgers. La productivité moyenne liée à la technologie A, eh bien, c'est tout simplement, vous voyez, la quantité qui est produite 100 divisée par la quantité d'input utilisée qui est 2. Donc, ici, je peux écrire 50. Hein, ici, ma productivité moyenne, c'est tout simplement Y sur X, et donc 50. Donc, la productivité moyenne, c'est facile, c'est de dire, ben, j'ai 2 salariés, ils ont produit 100 hamburgers, ben, ça veut dire que la productivité moyenne de chaque input, c'est 50. Chaque salarié parvient en moyenne à produire 50 hamburgers. C'est ce que veut dire la productivité moyenne. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez facile à comprendre. Quand je suis sur la technologie B, mes 2 salariés, ils produisent 120 hamburgers. Donc bah, ici, ça veut dire qu'ils arrivent à produire en moyenne 60 hamburgers chacun. Hein, donc, la productivité moyenne de mon input salarié, c'est 60. Et pour D, bah, c'est toujours le même calcul. Là, le salarié qui est seul, il parvient à produire 100 hamburgers. Ça veut dire qu'il a une productivité moyenne qui est égale à 100. D'accord? Donc, productivité moyenne, c'est quelque chose de vraiment simple. Je vous le présente, mais disons que ce n'est pas après quelque chose qui va vraiment beaucoup nous servir dans le reste du cours. Mais c'est un premier indicateur, quelque part, d'efficacité. Plus vous avez une productivité moyenne qui est élevée, et plus vous avez affaire à une technologie qui peut être dite efficace. Donc voilà, cette productivité moyenne, elle nous indique par exemple que la technologie D, elle semble plus efficace que la A et la B. Et oui, effectivement, si on reprend le graphique, si on reprend le graphique ici, effectivement, donc on voit que D, on voyait que c'était une technologie plus efficace que les autres. Alors, D et B, on pourrait dire qu'elles sont plus efficaces parce qu'elles sont sur la fonction de production.
elles sont plus efficaces que A, et ça, on l'a vérifié quelque part par le calcul de la productivité moyenne. A, ça correspond à une productivité moyenne de 50, B a une productivité moyenne de 60, et D a une productivité moyenne de 100. Donc, on voit que effectivement, A est dominé en quelque sorte par les technologies B et D qui ont des productivités moyennes plus importantes. B a une productivité moyenne moins importante que D. Ça vient tout simplement de la forme de notre fonction de production. Parce qu'on a une fonction de production qui a tendance à s'aplanir, à devenir... quand on augmente l'input, on augmente l'output, mais de moins en moins, ben, ça va avoir pour conséquence qu'on a une productivité moyenne qui est de plus en plus faible, puisque ça veut dire que plus j'ajoute de salariés dans mon restaurant, plus je produis, mais je produis de moins en moins, d'accord? Mon supplément de production, il est de plus en plus petit, parce que j'ai cette forme-là pour la fonction de production. Si j'avais une autre forme, ce serait différent. Si j'avais une fonction de production qui serait au contraire comme ça, ce qui est possible, ça on ne l'a pas exclu, on peut avoir une fonction de production qui a cette allure-là. Ben là, au contraire, ça veut dire, vous voyez, que plus j'utilise d'input, et plus mon output augmente et de plus en plus. Donc là, à l'inverse, j'aurai une productivité moyenne qui est de plus en plus élevée à mesure que j'augmente mon input X1. Alors qu'ici, ma productivité moyenne, elle va avoir tendance à être de plus en plus faible. Et c'est ce qu'on a vu en passant de D, qui était 100, à B ici. Et puis, si je continuais et que je prenais ici une autre valeur, ici, donc, j'avais 100, ici, 120. Ici, je dois avoir peut-être 100, alors on va dire 130. Alors qu'ici, donc, là, 1, 2, et ici, 3. Si je divise 130 par 3, ça va me faire quelque chose qui est égal à 43. Donc, je vais avoir une productivité moyenne qui est de plus en plus faible. Et ça, c'est normal avec cette forme de fonction de production. À l'inverse, si j'avais celle-là, j'aurais au contraire une productivité moyenne qui serait de plus en plus élevée. Voilà ce que nous indique la productivité moyenne. Donc, c'est l'efficacité d'une technologie. Et lorsque j'ai cette forme concave pour la fonction de production, eh bien, je vais avoir une productivité moyenne qui a tendance à être de plus en plus faible. Alors que si j'ai une forme comme celle-ci de fonction de production, j'aurai une productivité moyenne qui est de plus en plus élevée. Est-ce que c'est clair, ça, pour vous? Alors, on peut calculer des productivités moyennes sur n'importe quel, pas que... Alors, c'est évidemment, nous, la fonction de production qui va nous intéresser, puisqu'on avait dit que tout ce qu'il y a en dessous de la fonction de production, c'est moins efficace. Ça n'empêche pas de calculer des productivités moyennes, mais c'est vrai qu'on ne le fera pas parce que la productivité moyenne, bien souvent, on va aussi, là je vous ai donné un exemple numérique, mais on peut aussi la calculer à travers la fonction de production. Et donc, voilà, nous, on va en général fonctionner avec des fonctions de production, donc on va laisser un petit peu de côté l'ensemble de production qui nous intéresse moins. Mais par exemple, donc, je prends une fonction de production qui aurait, alors vraiment pour faire simple, qui serait de cette forme-là, x1 fois x2, eh bien, la productivité moyenne, si je veux calculer la productivité moyenne de mon input x1, ça va être f de x1, x2 sur x1. Donc, ma productivité moyenne, je peux l'écrire ici comme étant x1 fois x2 sur x1. Donc, elle est égale à x2. D'accord? Donc, la productivité moyenne, lorsque j'ai affaire à cette fonction de production, elle est toujours égale à x2. Alors, x2, ça peut être quelque chose de fixé. On peut nous dire, x2 est un input fixé, il est égal à 10. Bon, ça voudra dire que ma productivité moyenne, elle est toujours égale à 10. Si j'avais pris une autre fonction de production, par exemple ici, si j'avais mis un carré, eh bien ici, ce que j'aurais obtenu, c'est x1, x2. Donc, si on considère toujours que x2 est fixé, parce que c'est vrai qu'on
voilà, quand on va considérer une productivité moyenne, on va considérer que la productivité moyenne de X1, on va considérer que l'autre input est fixé une certaine valeur. On ne fait pas évoluer l'autre input. On regarde juste la productivité moyenne de l'input 1, et donc on va dire que la productivité moyenne, elle est égale à 10, si je dis que X2 c'est égal à 10 X1. Voilà. Et donc, on peut avoir des formes générales de productivité moyenne. Et ensuite, en remplaçant X1 et X2, donc qui sont des quantités d'input par des valeurs, on va obtenir aussi des valeurs pour la productivité moyenne. Donc, j'obtiens PM égale 10x1, productivité moyenne de l'input 1 égale 10x1. Je peux dire si x1 égale à 1, la productivité moyenne de mon input 1, c'est 10. Et donc, vous avez compris ce que ça signifie. Ça veut dire qu'en moyenne, l'input 1, qui est 1 heure de travail, elle me permet de produire 10 hamburgers, donc 10 quantités d'output en moyenne. Voilà ce que signifie la productivité moyenne d'un input. Donc, on va toujours pouvoir avoir une valeur, vous voyez, y compris lorsqu'on a affaire à une fonction de production, on aura une valeur dès lors qu'on remplace les inputs par des quantités. Parce que, donc, on va avoir des productivités moyennes qui peuvent être différentes, en fonction de la quantité d'input qui est utilisée. Et ça, on l'a très bien fait apparaître ici. On voyait qu'effectivement, si on considère ces deux-là qui sont sur la fonction de production, que j'utilise un input 1 ou deux inputs 1, eh bien, je ne vais pas avoir la même productivité moyenne pour mon input 1. Ça dépend de la quantité d'input 1 que je considère. Donc, j'ai cette productivité moyenne qui va être différente, qui peut en tout cas, pas toujours, qui peut être aussi identique. Si j'avais une fonction de production linéaire, elle serait toujours identique, mais voilà, je vais avoir une productivité moyenne qui peut être différente en fonction de la quantité d'input que j'utilise. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'après, on définira à la prochaine séance la productivité marginale. Et la productivité marginale, là, ça va être quelque chose dont on va beaucoup se resservir et on reliera cette productivité marginale avec ce fameux taux marginal de substitution technique. Et peut-être on comprendra un petit peu mieux aussi à travers cette nouvelle notion qui est la productivité marginale. Voilà, alors on a fini. Je pense que vous pouvez, si, encore une fois, là, plus on va avancer dans le cours et plus ça va devenir difficile. Peut-être les chapitres de la fin sont plus faciles, mais là, le début de ce cours est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de notions. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à me poser des questions et je vous répondrai par mail. Donc, on peut faire par mail sans problème. On se revoit donc pas vendredi. Vendredi, on se voit pas, on se voit donc mardi prochain. Mardi prochain, oui, tout à fait. Et puis, est-ce que les étudiants peuvent continuer à lire le chapitre? C'est ça, ils vont continuer jusqu'à voilà, là, marginal? Voilà, là, ils peuvent effectivement, je pense que la semaine prochaine, on va présenter le concept de productivité marginale, on va le relier au TMST, on va prendre un exemple, on va calculer. Et voilà, peut-être on ira jusqu'au rendement factoriel. Parce que les rendements factoriels et la productivité marginale, ce sont des concepts qui sont très proches. On n'aura peut-être pas le temps de tout dire sur les rendements factoriels. Mais voilà, au moins peut-être déjà qu'ils lisent bien tout ce qu'il y a sur la productivité marginale. Et ça nous aidera beaucoup pour la suite. Ouais. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Alors, c'est vrai qu'effectivement, qu'est-ce que je vous avais dit de lire? Là, je vous avais... lire jusqu'à c'est sur chapitre 11, jusqu'à 11.4, les propriétés de la technologie. Voilà, donc maintenant, ils ont fini les 3 premiers et ensuite ils continuent à lire jusqu'à 6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le taux de substitution technique. Ouais. Donc, il va y avoir l'explication dans le livre du taux de substitution technique. Et effectivement, voilà, tout ce qui est productivité marginale aussi, si vous pouvez lire, c'est bien. Ok. D'accord, je comprends. Bien. Voilà. Bon, et ben, à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Salut. Au revoir.